L'élection présidentielle de 2010 était différente de toutes les autres dans la mémoire récente, et Donald Trump était un candidat tout à fait différent de ceux auxquels les électeurs étaient habitués. Il a été le premier véritable outsider à remporter la Maison-Blanche depuis plus d'un siècle et le populiste le plus riche de l'histoire américaine. Les démocrates et les républicains se grattaient la tête, se demandant comment cela avait pu se produire. Dans son livre American Discount, John L. Campbell explique l'ascension de Donald Trump à la présidence en se concentrant sur les évolutions économiques, sociales, idéologiques et politiques de longue date qui ont permis à Trump de remporter l'élection. Campbell soutient que l'ascension au pouvoir de Trump est le résultat d'un demi-siècle de changements profonds et lents en Amérique, commençant par le déclin de l'âge d'or de prospérité qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Les inquiétudes économiques croissantes de nombreux Américains ont atteint un point de basculement lorsque la crise financière de 2008 et l'élection de Barack Obama en tant que premier président afro-américain ont finalement provoqué l'une des pires impasses politiques de plusieurs générations. Campbell met l'accent sur les facteurs structurels et historiques profonds qui ont permis l'ascension de Trump au pouvoir. Depuis les années 1970 et en particulier depuis le milieu des années 1990, les conflits concernant la façon de restaurer la prospérité économique américaine, la manière de faire face aux questions liées à l'immigration et à la race, ainsi que les échecs du néolibéralisme ont progressivement divisé les libéraux et les conservateurs, les blancs et les minorités, et les républicains et les démocrates. Mécontentement américain. L'ascension de Donald Trump et le déclin de l'âge d'or. John L. Campbell. Oxford. Préface. J'ai commencé à réfléchir à ce livre en mars 2016, juste avant de partir passer quelques mois à Copenhagen Business School au Danemark. Je faisais ce voyage depuis plus d'une décennie et je savais que mes amis et collègues là-bas me poseraient des questions sur les primaires présidentielles en cours aux États-Unis. Bernie Sanders et Hillary Clinton étaient au coude à coude dans les sondages pour l'investiture du Parti démocrate. Du côté républicain, un grand nombre de politiciens de droite, dont Marco Rubio et Ted Cruz, se disputaient l'investiture de leur parti. Parmi ce groupe se trouvait Donald Trump, un promoteur immobilier milliardaire, entrepreneur et vedette de télévision. Trump était un novice en politique, n'ayant jamais occupé de fonction publique, et il semblait être entré dans la course sur un coup de tête, ponctuant ses discours de campagne par un nombre alarmant de commentaires scandaleux qui galvanisaient la base électorale du Parti républicain. Au départ, presque personne ne croyait qu'il remporterait l'investiture, encore moins l'élection générale pour devenir le 45e président. Mais lorsque je suis arrivé à Copenhague à la fin mars, Trump était en tête du camp républicain avec plus de 700 délégués dans sa poche, soit plus de la moitié des 1200 dont il avait besoin pour remporter l'investiture du parti. Je me préparais à la question suivante à Copenhague, comment un homme comme Trump a-t-il pu si bien se débrouiller lors des primaires? En prévision de cette question, j'ai rédigé un court article avant de partir de chez moi simplement pour rassembler mes réflexions. J'étais content de l'avoir fait car à mon arrivée, on m'a invité à donner des séminaires et des conférences sur le sujet. Ce qui était encore plus surprenant, c'est que des inconnus me posaient aussi cette question, y compris un couple assis à côté de ma femme et moi lors d'un concert au Jazz du Montmartre, au centre-ville de Copenhague. Pendant l'entracte, ils nous ont demandé si nous étions américains, et lorsque nous avons répondu oui, ils nous ont posé la question. Les gens me l'ont également demandé lors de conférences en Allemagne et en Autriche ce printemps-là. Les Autrichiens me posaient cette question car ils faisaient face à leur propre mouvement politique nationaliste de droite dirigé par le Parti de la Liberté de l'Autriche de Norbert Hofer. Hofer a remporté. Le premier tour de scrutin en avril s'est terminé sans majorité, ce qui a entraîné un second tour pour lequel il a finalement perdu avec une faible marge. Une personne m'a mis en garde, faisant référence au succès de Trump lors des primaires, en soulignant que c'était ainsi que le fascisme avait commencé en Europe dans les années 1930. J'ai entendu des préoccupations similaires au Danemark, où le Parti populaire danois, fondé en 1995, était devenu une présence influente dans la politique danoise grâce à sa plateforme anti-immigration forte. Il avait soutenu le récent gouvernement de coalition libéral-conservateur et en 2014 avait remporté les élections européennes au Danemark, obtenant 27% des voix dans une course avec une demi-douzaine de partis politiques. Le document que j'ai rédigé ce printemps pour les Danois s'est avéré être l'ébauche de ce livre, bien que je n'avais pas prévu d'écrire un livre à l'époque. Après tout, je pensais qu'il était impossible que Donald Trump gagne. Je pensais qu'il n'était qu'un phénomène éphémère. Mais le jour des élections en novembre, les choses avaient radicalement changé.
Trump avait remporté la nomination républicaine et n'était qu'à environ 3 points derrière Clinton dans la plupart des sondages. Par chance, j'étais à Washington, D.C. ce jour-là avec un groupe de hauts fonctionnaires danois et de chefs d'entreprise. Comme lors de mes expériences plus tôt ce printemps, les Danois voulaient savoir comment Trump avait réussi à aller si loin et s'il pouvait remporter l'élection présidentielle ce jour-là. J'avais quelques réponses provisoires à la première question, mais j'ai été catégorique dans ma réponse à la deuxième, non, je serais choqué s'il gagnait. Je n'étais pas le seul à être de cet avis. Nous sommes tous allés dans un restaurant local pour dîner cette soirée-là et avons regardé les résultats des élections arriver sur CNN. En chemin vers le restaurant, nous sommes passés devant plusieurs carrefours très fréquentés, chacun étant surveillé par de nombreux policiers à moto, entièrement armés, casqués, portant des gilets pare-balles, et attendant simplement. Mais pourquoi ? Trump avait averti à plusieurs reprises que l'élection était truquée contre lui et que s'il perdait cette nuit-là, ses partisans provoqueraient des émeutes dans les rues. Il semblait que la police métropolitaine de D.C. prenait cette mise en garde très au sérieux. Il semblait penser que Trump pourrait perdre aussi. Au restaurant, un premier sentiment d'excitation a laissé place à la nervosité, puis à l'incrédulité lorsque les résultats ont commencé à arriver et qu'il est devenu évident que Trump pourrait gagner. Le dîner s'est terminé vers 22 heures et certains d'entre nous sommes rentrés à l'hôtel à Georgetown. Les motards étaient partis depuis longtemps, pas d'émeute cette nuit-là. Des gens s'étaient rassemblés sur Pennsylvania Avenue devant la Maison Blanche et dans Lafayette Square de l'autre côté de la rue. L'atmosphère était sombre lorsque nous sommes passés. Au moment où je me suis couché vers minuit, l'élection n'avait pas été officiellement appelée, mais il était clair qui allait gagner. Je me suis réveillé 2 fois pendant la nuit et j'ai vérifié la télévision pour voir si c'était officiellement terminé. Au moment du petit déjeuner, Trump avait déclaré sa victoire. Juste avant le déjeuner, Clinton est apparu à la télévision nationale et a prononcé un discours de concession gracieux mais passionné, exhortant les jeunes femmes à ne jamais abandonner leurs rêves. Cet après-midi-là, les Danois et moi avons assisté à un symposium. À l'élection, à la Brookings Institution, où les républicains et les démocrates sur l'estrade étaient tout à court de mots pour expliquer comment tout cela avait pu arriver, et surtout en essayant de prédire ce qui allait se passer. Mais ils étaient tout d'accord pour dire que les 4 prochaines années pourraient très facilement devenir l'un des tests les plus sérieux de l'histoire de la capacité de la Constitution américaine à contrôler le pouvoir de la présidence. Après tout, Trump bénéficierait d'un Congrès contrôlé par les républicains et très probablement d'une Cour suprême conservatrice une fois qu'il aurait la possibilité de pourvoir le siège laissé vacant par la mort quelques mois plus tôt du juge Antonin Scalia. Au moment du dîner, j'avais décidé que le document que j'avais écrit plus tôt ce printemps devait devenir un livre. Permettez-moi d'être clair dès le début, je trouve l'ascension au pouvoir de Trump très inquiétante, comme la plupart des démocrates. Cependant, cela concerne également de nombreux républicains, y compris certains au Congrès. L'élection de 2016 a été différente de tout ce que nous avons connu récemment, et Trump était un politicien extraordinairement différent de ce à quoi les gens étaient habitués. Ses discours de campagne, ses communiqués de presse et ses publicités étaient truffés d'informations incorrectes et trompeuses. Les politiciens ont souvent une relation compliquée avec la vérité, mais la propension de Trump à la déformer et à la déformer, intentionnellement ou non, était stupéfiante. De plus, sa rhétorique de campagne était souvent offensante. Il a insulté les Mexicains, les musulmans, les Afro-Américains, les immigrants, les femmes, les généraux de l'armée américaine et un héros de guerre, le sénateur John McCain, qui, en tant que pilote de marine pendant la guerre du Vietnam, a été abattu au-dessus de Hanoï, capturé, torturé et emprisonné pendant plus de 5 ans par les Nord-Vietnamiens. Cependant, comme l'a dit Trump, il n'est pas un héros de guerre. C'est un héros de guerre parce qu'il a été capturé. J'aime les gens qui n'ont pas été capturés. Enfin, Trump était le premier véritable outsider à remporter la Maison-Blanche depuis plus d'un siècle, le populiste le plus fortuné que le pays ait jamais connu, une contradiction en terre, pour sûr, mais qui a attiré des millions d'électeurs. Bien que le fait d'être un outsider l'ait aidé à remporter l'élection, cela est devenu un fardeau une fois au pouvoir, son inexpérience a très rapidement semblé être de l'incompétence alors que les choses commençaient très mal. Prenons en considération ses premiers mois au pouvoir. Il a approuvé une opération militaire ratée au Yémen qui a tué un imbécile. Trump et son équipe ont tous deux propagé plusieurs faussetés, dont celle selon laquelle Barack Obama aurait mis ses lignes téléphoniques sur écoute à la Trump Tower pendant la campagne, une accusation qu'il n'a pas pu prouver ultérieurement. Il a émis un décret exécutif très médiatisé interdisant l'entrée aux États-Unis aux personnes venant de cet pays à majorité musulmane,
ce qui a déclenché des protestations dans tout le pays aux aéroports, et que les tribunaux ont rapidement bloqué. Plusieurs candidats de premier plan aux postes administratifs et ministériels, dont Vincent Viola pour le poste de secrétaire de l'armée et Philippe Bilden pour le poste de secrétaire de la marine, ont retiré leur candidature en raison de controverses liées à des problèmes d'éthique concernant leurs finances personnelles. Andrew Pusdey, le candidat de Trump au poste de secrétaire au travail, s'est également retiré lorsque plusieurs sénateurs républicains ont clairement indiqué qu'ils ne le soutiendraient pas en raison de ses pratiques anti-ouvrières en tant que PDG de CKE Restaurant, la société mère des chaînes de restauration rapide Carl's Jr. et RDS. Michael Flynn, conseiller à la sécurité nationale de Trump, a été contraint de démissionner lorsqu'il a été révélé qu'il avait apparemment menti au vice-président élu au sujet de ses contacts avec l'ambassadeur russe pendant la transition présidentielle. Des commissions des deux chambres du Congrès avaient déjà lancé des investigations sur d'éventuels piratages informatiques russes visant à aider Trump à remporter l'élection. Elles examinaient également une possible collusion entre les Russes et les associés de Trump pendant la transition, notamment entre Flynn et Paul Manafort, l'ancien directeur de campagne de Trump. Le FBI enquêtait également sur cette affaire. Il s'est avéré par la suite que Trump avait exercé des pressions sur le directeur du FBI, James Comey, pour qu'il freine l'enquête du bureau et soit indulgent envers Flynn, ce qui donnait l'impression à certains d'entraver la justice, un délit passible de destitution. Peu de temps après, il a limogé Comey. En conséquence, le procureur général adjoint a nommé un procureur spécial, l'ancien directeur du FBI Robert Mueller, pour mener l'enquête. On a également accusé Trump de violer la clause des émoluments de la Constitution américaine en bénéficiant financièrement du séjour de dignitaires étrangers dans ses hôtels. Et puis l'une des grandes promesses de campagne de Trump, abroger et remplacer l'Affordable Care Act, ACA, également connu sous le nom d'Obamacare, dès qu'il prendrait ses fonctions, a connu des difficultés. Il s'est avéré que Trump n'avait pas de plan de remplacement. Alors il a laissé le Congrès s'en charger. Étant donné tout cela, il n'était pas surprenant que les indices de popularité de Trump aient rapidement chuté à leur niveau le plus bas pour un nouveau président dans l'histoire américaine moderne. À la fin du mois de mars, selon un sondage Gallup, seulement 35% des personnes interrogées approuvaient son action. Selon Steve Schmidt, un stratège républicain de longue date et conseiller de l'ancien vice-président Dick Cheney, aucune administration n'a connu un pire départ à 100 jours. Les choses ne se sont pas beaucoup améliorées par la suite. Le scandale de la collusion russe s'est intensifié, impliquant le fils aîné de Trump, Donald Jr. et son gendre, Jared Kushner, qui travaillait maintenant à la Maison-Blanche en tant que conseillers principaux. Le Congrès a échoué de manière spectaculaire dans sa tentative d'abroger l'ACA, Affordable Care Act. Plusieurs membres importants du personnel de la Maison-Blanche ont été contraints de démissionner, notamment le secrétaire de presse Sean Spicer, le chef de cabinet Reince Priebus, le stratège en chef Steve Bannon, le directeur de la communication Mike Duble, ainsi que son remplaçant, Anthony Scaramucci, embauché par Trump pour être ensuite renvoyé 10 jours plus tard par le nouveau chef de cabinet de Trump. D'autres départs ont eu lieu au cours de la première année, notamment celui de Michael Chopt, porte-parole adjoint, et de Sébastien Gorka, conseiller. Conseiller à la sécurité nationale KT, MC Farland, chef de cabinet adjoint Kathy Walsh, directeur principal du renseignement au Conseil de sécurité nationale, CSN, Ezra Cohen-Watnick, chef de cabinet adjoint du CSN Terradal, conseiller pour le Moyen-Orient au CSN Derek Harvey et directeur du bureau de planification stratégique du CSN Richie Gins. Des historiens présidentiels ont déclaré qu'il devait remonter jusqu'au XIXe siècle pour trouver une administration aussi déchirée par les querelles internes et l'absence de cohérence législative que celle de Trump. De plus, les taux d'approbation de Trump sont restés bloqués à des niveaux historiquement bas. Ce n'étaient pas seulement les partisans de Clinton qui désapprouvaient les performances de Trump. Certains de ceux qui avaient voté pour Trump commençaient à se demander s'ils avaient fait une erreur. Ma femme et moi étions assis au bar d'un restaurant local pour dîner un soir, environ 3 semaines après le début de la présidence de Trump. Un entrepreneur local, né et élevé dans notre petite ville du New Hampshire, s'est assis à côté de nous et la conversation a rapidement tourné vers la politique nationale. Il a avoué qu'il avait voté pour Trump et avait été prêt à lui donner le bénéfice du doute pendant un certain temps, mais commençait maintenant à avoir des doutes. Il était particulièrement inquiet de perdre son assurance maladie sous l'administration Trump, qu'il avait obtenue grâce à l'ACA. Il n'était pas le seul à avoir ces préoccupations. Un site spécial sur Twitter a été créé pour permettre aux électeurs mécontents de Trump de publier leurs regrets. Il regorgeait de plaintes. Par exemple,
sur le fait qu'il avait nommé plus de milliardaires à des postes élevés que tout autre président, qu'il avait nommé des personnes sans expérience de la gestion de grandes bureaucraties à des postes administratifs de haut niveau, et qu'il avait nommé des personnes sans expertise politique aux postes pour lesquels elles avaient été choisies. Les gens se plaignaient également de sa complaisance envers les Russes, de ses tweets incessants d'une manière indigne de la fonction présidentielle et de sa tentative de remplacer la CA par quelque chose qui, selon le bureau du budget du Congrès, aurait entraîné la perte de millions d'assurances santé pour les Américains. Beaucoup de partisans de Trump commençaient à regretter leur vote. Le point est que j'écris ce livre à la fois pour ceux qui ont soutenu Trump et pour ceux qui ne l'ont pas fait, républicains et démocrates. Nous avons tout besoin de comprendre les forces qui ont propulsé quelqu'un comme lui si rapidement et si inattendu au sommet du pouvoir politique en Amérique. Nous devons comprendre que l'ascension de Trump au pouvoir était le point culminant de tendances profondes de la société américaine qui se développe depuis des décennies. Comme le dit le dicton, ceux qui ne tirent pas les leçons de l'histoire sont condamnés à la répéter. En écrivant ce livre, j'ai bénéficié de conversations et de commentaires de nombreux amis et collègues. Je m'excuse auprès de ceux dont j'ai involontairement oublié les noms et j'assume la responsabilité de toutes les erreurs que j'ai pu commettre, une déclaration particulièrement importante dans le climat politique actuel. Climat politique tendu où les faits alternatifs et les fausses nouvelles imprègnent l'atmosphère. Mes remerciements vont à Michael Allen, Geoff Crawford, Christian de Kock, Mark Dixon, Bill Domoff, Francesco Duina, Nils Fulsang, Christina Gomez, Lev Grimbert, John Hall, Brooke Harrington, Jason Wool, Larry Isaac, Lars Bo Kaspersen, Claudia Kern, Phil Kern, Matt Latsat, Catherine Lively, John McKinley, Ove Pedersen, Chuck Sherman, Cathy Sherib, Anche Vetterlin et Emily Walton. Eddie Ashby a été particulièrement utile en tant que conseiller, remettant souvent en question mes arguments et me poussant à les améliorer. J'ai également reçu de nombreux commentaires utiles lorsque j'ai présenté des versions de mon argument lors de séminaires à l'université de Copenhague, à l'école de commerce de Copenhague, à l'université du sud du Danemark et à Dartmouth College. Enfin, 3 examinateurs anonymes de chez Oxford University Press ont également fourni des suggestions inestimables, tout comme James Cook, mon éditeur. Ma femme, Cathy Sherib, et ma fille, Jessica Sherib, faisaient partie des centaines de milliers de manifestants à Washington, D.C., le 21 janvier 2016, lendemain de l'inauguration, exigeant que la nouvelle administration Trump fasse preuve de tolérance et de respect envers la loi et les droits des femmes. Leur activisme a été une grande inspiration pour ce livre. John Campbell Lim, New Hampshire, septembre 2017.